J'estime pour ma part que nos leaders politiques sont surpayés. Pour moi, on leur crée des ponts d'or inutiles. C'est la réalité qu'on constate parce que les populations se plaignent de beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la santé, même de l'éducation. Vous nous marchez là-dessus et en plus vous prenez l'argent qui doit nous revenir pour vivre. Dans nos pays, malheureusement, le leader, c'est celui qu'on sert. Ce n'est pas celui qui nous sert. Ça change tout. Est-ce qu'on peut gagner une élection en Afrique et en Côte d'Ivoire en étant aussi doux et policier que tu viens de faire? Mais je vais vous surprendre. Aujourd'hui, je vous assure que celui qui va incarner un tel profil est celui qui ne vraiment voté. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on peut diriger un pays à deux? C'est Sonko qui va diriger. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parlons Cash, votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez particulier parce que nous allons parcourir l'actualité politique sur le continent africain. Nous avons beaucoup à faire, notamment avec les actualités que nous avons au Sénégal, en RDC. Et nous allons donc parler aujourd'hui de 3 sujets poignants ainsi qu'un bonus. Et pour en parler, je suis accompagné aujourd'hui de Maryse, qui est juriste et qui commence à être habituée des panels ici. Oui, merci. Bonsoir, Félix. Bonsoir Maryse, ça va? Ça va bien, merci. Super. Avec Maryse, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Monsieur Élisée Boulougbe. J'espère que je n'ai pas trop mal prononcé. Non, ça c'est Boulougbe. Boulougbe, parfait. Qui est journaliste politique et directeur de publication de Destination Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de l'actualité politique sur le continent. Parce qu'il faut le dire, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les jeunes, un peu partout en Afrique aujourd'hui. Il y a un très fort engouement pour la jeunesse autour des sujets politiques. Les gens veulent savoir qui va nous diriger, pourquoi il va nous diriger, est-ce qu'on va obtenir des choses meilleures que celles qu'on avait avant. Donc, nous allons parler de la dynamique au Sénégal, du partenariat ou de l'alliance ou de l'amitié entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Est-ce que cette dynamique va pouvoir résister à l'épreuve du pouvoir? Nous allons bien évidemment parler aussi du franc CFA et enfin de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui est un pays dans lequel nous avons un président mais qui n'a toujours pas de gouvernement. Donc, ceci fait un menu, j'espère, assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, je propose qu'on commence sans plus tarder par le sujet du Sénégal, qui est notre premier sujet. Alors, pour ce qui est du Sénégal, il faut déjà préciser que l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko au pouvoir coïncide avec le départ de Macky Sall, qui s'est d'ailleurs installé au Maroc. Autre curiosité africaine, quand nos dirigeants quittent le pouvoir, bien souvent, ils vont s'installer ailleurs. Quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui avec le recul des 2 années de pouvoir de Macky Sall? On va peut-être commencer par notre invité, Élisée. Il eût été la décision sortie de nulle part, je dirais, du report de l'élection de Macky Sall. On peut aisément dire que sur les 12 années, Macky Sall, au regard du niveau de développement aujourd'hui qu'a atteint Dakar, a quand même posé des pas qui, en termes de gouvernance, pour moi, correspondent à ce que les populations attendent en réalité. C'est vrai que la fin du mandat était un peu tumultueuse avec cette décision, comme je l'ai dit, sortie de nulle part. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas de l'avis de plusieurs observateurs, on se demande qu'est-ce qui avait bien motivé Macky Sall à prendre une telle décision. On reste encore sur cette... Tu parles de quelle décision? Celle de reporter les élections. Ok. Reporter la présidentielle qui initialement était prévue pour le mois de mars. Il a voulu reporter... Le 25 février. Février, pardon. Enfin non, la campagne commençait le 25 février, effectivement, pour un début mars. Oui. Voilà. Donc, cette volonté-là de vouloir reporter les élections, vraiment, c'est une décision qui a surpris plus d'un. Tout à fait. Je dis, au-delà même des frontières sénégalaises, beaucoup d'Africains se sont posé la question, qu'est-ce qui avait bien pu motiver Macky Sall de vouloir prendre une telle décision? Et on a vu, bien évidemment, que ça créait des remous à l'intérieur du Sénégal et même à l'extérieur, parce que certaines personnes, en tout cas de la vue de plusieurs démocrates, ont trouvé que c'était une décision qui était contraire à l'ordre constitutionnel, à la démocratie. Bien évidemment que ça a suscité, comme je l'ai dit, beaucoup de remous. Mais heureusement, je dis toujours heureusement qu'au final, on a eu un dénouement plus ou moins heureux. Parce que Macky Sall, contraint bien évidemment par la justice, revient sur sa décision. On organise donc les élections, pas à la date indiquée initialement, mais au moins avant la fin du mandat constitutionnel. Parce qu'il devait avoir la passation sur la Constitution le 2 avril, ce qui a été donc fait. On peut dire finalement le dénouement a été heureux. Mais toi, c'est une bonne chose. Toi, tu vois le début de l'esbrouf, si je peux appeler ça comme ça, ou de l'incompréhension chez Macky Sall
au moment de l'annonce de l'élection. Mais moi, je remonte quand même un peu plus loin. 3 ans déjà en arrière, on a l'impression que Macky Sall avait commencé une cabale contre Ousmane Sonko. Pourquoi? Bon, je pense que nous avons tiré une conclusion quand vous dites qu'on sent qu'il avait monté une cabale. Moi, je pense que c'est un avis. Une chose est certaine, Est-ce que tu reconnais quand même, Élysée, un acharnement politique contre Ousmane Sonko? Ça pourrait ressembler à ça. Voilà. Ça pourrait ressembler à ça. Évidemment, c'est-à-dire, si on veut qualifier, je veux dire, les actes, on pourrait dire qu'il y a un acharnement. Mais il ne faut pas juste qu'on se limite au fait qu'il y ait un acharnement. Il faut qu'on arrive aussi à comprendre, est-ce que l'acharnement dont on parle, les mécanismes constitutionnels ou les mécanismes légaux pouvaient permettre de prendre une telle initiative? Est-ce que les mécanismes légaux le permettent? Si les mécanismes légaux le permettent, c'est qu'il n'est pas en train de faire un acharnement. Mais si les mécanismes légaux ne le permettent pas, moi, je considère qu'il est en train de faire un acharnement. Maintenant aussi, une chose est évidente. Moi, je le dis, pour moi, je le dis honnêtement, je pense qu'on a prêté tous les partis du fait qu'on ait prêté des intentions à Macky. Parce qu'à Macky Sall, à aucun moment, Macky Sall n'avait dit à quiconque qu'il voulait faire un troisième mandat. Et il a été bien silencieux quand même sur la question. Mais c'est son droit. Là, je peux faire un parallèle si vous voulez. On est en Côte d'Ivoire, on a 16 mois d'élection présidentielle. Le président n'a rien dit encore concernant sa candidature. Est-ce que ça justifie? À 16 mois, il y a beaucoup plus de temps quand même. Mais dans le cas de Macky Sall, ça a traîné. Même pas 2 mois. Non, 2 mois. En fait, même avant 2 mois, ça veut dire que si on veut aller dans ce que vous dites, ça veut dire avec cet acharnement concernant, comment il s'appelle, Ousmane Sonko et Diomaye Faye et tout le reste. Diomaye Faye, ça fait 11 mois de prison. Tout à fait. Et puis Sonko, la région là-bas, ça doit faire environ près de 6 ou 7 mois. Donc, c'est vous dire que justement, si on regarde à cette base-là, on était quand même environ une dizaine, voire une douzaine de mois, presque un an. Et là, tout le monde a commencé déjà à dire que Macky veut se représenter. Macky, il n'avait rien dit encore. Il est resté silencieux tout ce temps. Le silence était gênant pour beaucoup. Mais quand je eu d'interprétation. Mais je vous explique, c'est politiquement justifié. Tout à fait. Parce que l'opposition voulait le pousser dans son dernier retranchement. Qu'il parle. C'est une stratégie politique, en fait, que l'opposition a adoptée. Mais, aller jusqu'à conclure qu'il voulait faire un troisième mandat, pour moi, ça a été très précipité. Ça a été actif parce qu'il n'avait rien dit. Voilà, donc, on lui a prêté des intentions. Maintenant, sur la question de la gouvernance, c'est certain que nos États africains, d'une manière que d'une autre, pour ces 3 ou 4 dernières années, ont subi beaucoup de difficultés. Du fait, ça s'explique déjà de la pandémie à Covid qui a fragilisé nos économies parce qu'on ne s'y attendait pas. Nous qui sommes même très loin de la plus grande pandémie avons payé le lourd tribut en réalité. En plus, on finit, on rentre dans le conflit russo-ukrainien qui, quoi qu'on dise, même si c'est je dirais, à des milliers de kilomètres que ça se passe, mais à des répercussions sur nos économies. Donc, dans l'autre, nos économies ont été affectées. Et vous savez bien évidemment qu'avec une population jeune à 70% constituée de jeunes de moins de 35 ans, vous savez, quand on voit les horizons ne pas présenter de perspective et où tout ça, on est inquiet, la meilleure manière de commencer à se faire entendre, c'est vraiment de faire bouger les choses. Et donc, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays, au Bénin, un peu partout, on a senti quand même que la jeunesse est montée au créneau vraiment pour revendiquer une amélioration de ses conditions. Parce qu'on sentait qu'économiquement, ça devenait difficile. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, je dis, ce n'était pas quelque chose qui était, je dirais, spécifique au Sénégal. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était vraiment, la difficulté économique, elle était plus ou moins sur l'ensemble de nos pays. Maintenant, c'est vrai que chaque gouvernement a essayé plus ou moins de contenir ça à sa manière avec ses stratégies. Si en Côte d'Ivoire, on semble l'avoir nettement réussi plus ou moins, le Sénégal fait beaucoup moins. Ça, on le reconnaît honnêtement parce que, oui, être allé quelques fois quand même, je sentais que la grille commençait à monter dans la population. On sentait vraiment beaucoup de friction. Ben, c'est le droit des Sénégalais d'estimer qu'à un certain moment donné, ils veulent une meilleure vie, une meilleure condition. C'est l'inspiration de tous les peuples. Voilà, c'est leur droit. Et puis, ben, ils le font sentir comme chez moi. Moi, tant qu'on reste dans le jeu démocratique, je ne trouve vraiment pas d'inconvénient. Élysée dit que pour lui, le bilan de Macky Sall, excepté l'incompréhension, pour reprendre ces mots, de fin de mandat, Macky Sall a eu un très bon mandat. Bon, pas très bon, pas, j'ai pas très bon, mais juste un mandat relativement paisible. C'est ça. Oui, mais moi, je veux qu'on fasse le bilan. Macky Sall, on le sait, les infrastructures, il a bossé. Oui. En partant, il a laissé le Sénégal, il a doté au Sénégal. Mais en réalité, le rôle d'un gouvernement, c'est quoi? Le rôle d'un gouvernement, c'est de contribuer au mieux de ses populations. Si ce Macky Sall vous a donné un TGV, un train à Dakar. Quand on regarde les infrastructures, il a amélioré les infrastructures. Ça se voit. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on perde de vue, le niveau de vie aussi augmente. Parce qu'entre-temps, parce que c'est ce qu'il faut se constituer pour la population. Les ressources n'augmentent pas. Les ressources, au contraire, se stabilisent, ça s'amenuisent, mais le nombre de populations augmente. Il faut trouver l'ingéniosité
de voir comment on perd ces ressources, ça m'énuse là, de sorte à contenir l'attente et les envies des autres populations. Donc, sur cet aspect, je pense qu'il a plus ou moins, il a essayé de faire de son mieux. Je ne dis pas, et je insiste là-dessus, qu'il a eu un très bon mandat. D'accord. Est-ce que tu veux compléter quelque chose sur le mandat de... Bon, je rebondis ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il il disait que, justement, par rapport aux ressources, c'est vrai que c'est difficile avec la COVID, c'est difficile justement de répondre aux attentes des populations. On a la demande de la population qui augmente, et donc, c'est un peu facile de dire le président doit, mais est-ce qu'on peut se mettre à la place de l'économie, si je peux dire ça comme ça, qui augmente et les besoins aussi augmentent? Parce que la vie est chère, tout le monde le dit à Dakar, la vie est beaucoup chère, les populations se plaignent, mais pour qu'il y ait les infrastructures, les écoles, les hôpitaux qu'on voit aujourd'hui à Dakar, c'est de l'argent. Donc là, on rentre maintenant dans le mécanisme de l'emprunt. Donc il faut emprunter, il y a la dette et tout. Donc je rejoins ce que M. Élysée disait, c'est qu'il y a eu vraiment une bonne gestion jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa dernière sortie concernant les élections. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais rajouter. Parlons de l'autre camp, le camp des vainqueurs. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on peut diriger un pays à deux? Oui. Ben, moi, je pense, de mon point de vue personnel, je pense que le pays est déjà. Moi, je pense que Sonko dirige le pays. Moi, Sonko? Oui, moi, Sonko dirige. Non, je suis honnête avec vous, je le dis. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal où le chef du gouvernement, le premier ministre, a beaucoup plus d'influence sur le président de la République. De tous les gouvernements sénégalais. Qu'est-ce que tu veux dire par l'influence? Influence populaire? C'est ça, c'est populaire. Et il a eu On sait pourquoi. Mais c'est ce que je dis, il a une influence populaire, mais pour lui avoir une influence populaire, il a une véritable emprise sur du Wi-Fi. Mais regardez le pardon du Wi-Fi. Mais c'est Exactement. Il a grandi dans l'escasseté de Sonko. Je peux dire que son ascension, il doit cette ascension à Sonko à tous les niveaux. Déjà, quand ils étaient inspecteurs des impôts, tous deux virés, radiés de l'administration publique, il a apporté tout le temps, le positionner à un certain niveau de son parti jusqu'à en faire le numéro 2. Non, ils ont fondé le parti ensemble. Ben, ils ont fondé le parti ensemble. Mais qui est-ce qui est sur les registres comme le leader du parti? C'est Sonko. Ben oui. Sonko était appelé à être président. Mais je vous dis que avant l'élection de Diomaye Faye, vous serez reparti 3 mois en arrière. Vous aurez demandé à certains Sénégalais ce qui C'est ça. C'est qui Diomaye Faye. Mais vous devez Sonko systématiquement, tout le monde sait qui est Sonko. Mais est-ce que ce n'est pas l'intelligence de Sonko d'avoir pensé au plan B? Mais si, Sonko était ingénieux. Et je pense que Sonko donnait des leçons à l'instant même de dirigeants. C'est ça. Voilà, sur le fait que, et moi je pense, pour moi il n'y a pas d'homme providentiel. Tout à fait. Pour moi, il n'y a pas d'homme providentiel. C'est une question de volonté, une question de vision. Et si tu es un bon leader, comme les anglo-saxons nous l'enseignent, ce n'est pas l'individu qui influence, mais c'est la méthode mise en place par l'individu qui influence. Tu peux les perdre là demain, mais parce qu'il y a une méthode rigoureuse en place, tu verras que le système va se maintenir. Et c'est ça, en fait, le plus important. Donc, Sonko, pour moi, je le dis honnêtement, c'est pour moi Sonko qui gère. Je vais lui dire, la signature est celle de Diomaye Faye, mais la décision sur laquelle sera posée la signature sera la décision de Sonko. Je ne pense pas. Je pense que c'est un abus parce que c'est quand même donner le sentiment que Diomaye Faye. Moi, depuis l'élection, il y a quand même quelques signes qui laissent penser que Sonko veut laisser Diomaye Faye diriger. C'est-à-dire qu'il s'efface beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il prend la position du Premier ministre, il laisse Diomaye Faye jouer le rôle de président de la République. Dans les premières interventions, en tout cas aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Mais il ne faut pas oublier que quand tu dis que c'est Sonko qui va diriger, en réalité, ces deux-là voient les choses de la même manière sur beaucoup de sujets. Je veux dire, il n'est pas son bras droit pour rien. Oui, bien parce que si tu enlèves Sonko, et puis quand Sonko prend Diomaye Faye, c'est parce qu'il sait que si on le blâme, Diomaye Faye va passer. Non, c'est son alter ego. Donc, ça, moi, Diomaye Faye ne va pas faire semblant parce qu'il veut montrer qu'il est libre de Sonko d'aller prendre des décisions qui sont au contraire à leur idéologie. Mais donc là, vous me rejoignez totalement quand je vous dis qu'en réalité, c'est Sonko qui va diriger. C'est leur idéologie qui va diriger. Diomaye Faye posera certainement la signature parce qu'il est le président de la signature, mais il posera la signature sur une décision de Sonko. Et je sais pas de l'expliquer. Oui. Moi, j'arrive à penser pour montrer si Sonko avait accepté de se mettre en dehors de l'exécutif. Pourquoi? Mais j'explique. Oui. Non, pourquoi il aurait accepté C'était pour moi, pour aller jusqu'au bout de sa logique. La logique de Sonko, en permettant que Diomaye Faye vienne, c'est parce que je disais que je n'étais pas éligible pour m'emparer la route. Je mets quelqu'un que je vais certainement, avec qui certainement, je pense, va pouvoir être élu, mais qui va permettre vraiment de déployer
notre mentalité, notre logique, notre programme de gouvernement, notre programme de gouvernement, il va être obligé de le déployer. Ça. Même si je ne suis pas là, même si je suis ostracisé. On pousse donc Diomaye Faye. Oui. Donc, Diomaye Faye est élu. Mais je reste dans ma logique. Il est là pour implémenter notre programme C'est ça. de gouvernement. Je ne peux pas être Premier ministre. Non. Je viens. Non, je ne sais pas. Parce que je considère que, puisqu'il a dit lui-même, il dit moi, c'est Diomaye Faye. Puisque je pensais que c'est Diomaye. Mais Diomaye Faye étant le chef de l'exécutif, étant le président de la République, c'est le montagne droite. Là, pouvoir être exécuté. Mais si Sonko était président, Diomaye Faye aurait été son premier ministre. Ça s'expliquait normalement parce qu'il était le numéro 2 de PASTEF. Voilà, ça reste dans le normal des choses. Ça reste dans notre normal des choses. Il était le numéro 2 de PASTEF. Ça reste dans l'autre normal des choses. Mais quand on arrive dans ce chemin, c'est parce que justement, et je dis, c'est à décès que Sonko décide d'entrer dans les églises, d'en être un chef. Il est le chef de gouvernement. Justement, parce qu'il y a des modèles en Afrique qui inspirent. Quand tu es leader, et que tu cèdes la place au second, il faut te rassurer qu'il est capable à tout moment d'être loyal. C'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir à 100%. Et l'une des preuves, c'est on regarde en Angola. Oui. En Angola, Lourenço, qui a été fait de toutes pièces par Dos Santos, il prend le pouvoir aujourd'hui. Toute la famille Dos Santos est ostracisée. Voilà. Donc, c'est des ostracisés, je ne sais pas, mais ils sont en justice. Ouais, en prison. Donc justifié ou pas? Quoi? Même la prison, justifié ou pas? Non, mais ça, moi, je ne peux pas justifier. Bon, ça va devenir un autre débat, mais je note une chose, c'est que la famille aujourd'hui Dos Santos, d'une manière... Donc, tu penses que Sonko et Diomaye Faye, ça peut péter? On ne sait. On ne sait jamais. La loyauté... Non, mais je demande ton avis à toi, ton analyse de politique. Oui, je suis politique, je vais y arriver. Je crois de facto répondre par oui ou par non. Mais je dis que au regard de certaines expériences qu'on a, on peut essayer d'ouvrir des pistes. La loyauté, c'est clair. C'est quelque chose qu'on ne peut garantir à 100%. Ça, c'est une réalité. Étant premier ministre, d'abord, il rentre dans l'exécutif. Et je mets sur cette humilité, ça c'est déjà fait. Deuxièmement, le premier ministre, c'est celui-là qui est l'opérationnel. En réalité, c'est le contact de la population. Celui qui est plus au contact des ministres, vraiment celui qui est au contact des dossiers. Le président, il est là, c'est vrai, il signe, mais celui qui est vraiment dans l'opération, c'est le premier ministre. Donc, lui, quand il rentre dans l'opérationnel, sur le premier temps, qu'il est sûr qu'à 100%, la vision qu'il s'est fixée, lui, va être exécutée. Parce que c'est lui qui est dans l'opérationnel. Deuxièmement, il sait que Diomaye Faye, d'une manière ou d'une autre, c'est très bien qu'il doit sa place à la période de la République grâce à lui. En réalité, l'option populaire, c'est lui qui doit cette option populaire. Donc, si demain, il n'est pas là, cette option fait partir à tout moment. Donc, du coup, il ne veut pas que c'est pourquoi il s'est battu, qui aujourd'hui a abouti. Demain, puisse s'effriter, parce qu'à un moment donné, le lézard serait rentré dans le milieu qui est fissuré. Il faut éviter son maximum. Il vient se positionner comme le Premier ministre. Il a tous les dossiers en main. Il a l'exécutif, il gère. Voici la réalité du terrain. Alors, moi je pense que... je ne dis pas forcément qu'il aura des fictions, mais je crois que Diomaye Faye, je crois déjà sur les fréquements qu'il a. Ce sont deux personnes très humbles, là. Non, le premier pas que Diomaye Faye a posé. Et puis, quand on regarde depuis 2014, c'est-à-dire la mise en place du PASTEF, comment ils ont fonctionné aujourd'hui, Diomaye Faye est très intelligent. Il sait que c'est tout à son honneur d'éviter à un quelconque moment d'être en guerre avec son groupe. C'est tout à son honneur. Lui, qu'est-ce qu'il paie? Lui, au bout de 5 ans, il n'est plus président que quelqu'un devient président. Mais à son âge, il a tout gagné. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour aller m'opposer, ou pour créer des frictions qui vont peut-être m'éjecter au dernier moment? Ou bien qui ont déjà brisé, je vais dire en quelque sorte, toute cette option populaire qu'on a. Ce n'est pas utile. Donc, je pense qu'il restera le plus tranquille aussi. Il restera les manettes, et c'est justement où il a mis son premier ministre, les manettes, les ministres. Ils ont dit qu'ils allaient être... Ils ont dit qu'ils étaient un gouvernement de rupture. Est-ce que la France va s'inquiéter? Mais en même temps qu'ils ont parlé de gouvernement de rupture, moi, je pense que c'était beaucoup de discours de campagne. Parce que les dernières sorties de Sonko, regardez les dernières sorties de Sonko, quand il s'adresse à l'AES, Sonko nuance beaucoup plus son discours à l'AES qu'il y a 3 ou 4 mois en arrière, quand il parlait, pendant 5 mois en arrière, quand il parlait à Assimi Goïta. Quand vous comparez les deux discours aujourd'hui, vous savez vous voyez qu'il y a beaucoup de nuances. Quand il était très assez, ou je dirais très direct, très catégorique, il y a 5 mois aujourd'hui, il met un peu plus de nuances. Jusqu'à il va même dire, j'ai écouté le discours avant-hier, il disait qu'il parle un peu de ses amis de l'air, s'il veut faire revenir. Parce qu'une chose est sûre, c'est pas juste de dire, on va en marre avec une autre puissance pour aller se mettre un peu sous le poids d'une autre puissance, on rentre en marre et puis on crée notre destinée par rapport, mais on ne quitte pas notre puissance, c'est un message qu'il donne
on sent qu'il est en train de devenir beaucoup plus... Parce que comme je le dis très souvent à certaines personnes, il y a le discours qu'on a quand on est dans l'opposition. Et c'est normal, c'est la politique. Maintenant, il y a la réalité de la gestion du pouvoir d'État qui nous amène quelque part à voir que nous avons des théories qui étaient des théories qui étaient en réalité... Qui finalement, dans la pratique... Donc, tu penses qu'on va être dans la continuité de Macky Sall Non, il y aura forcément... Certains changements. Il y a des leviers quand même sur lesquels je pense que Sonko peut agir. Sonko, il y a des leviers sur lesquels il peut agir aujourd'hui et qui fondamentalement ne vont pas bouleverser, je dirais en fait, les fondamentaux du Sénégal. Il y a des leviers sur lesquels il peut agir. Mais par contre, il y a certains leviers qu'il ne pourra pas toucher parce que ça risque de profondément affecter les fondamentaux de la République. Ça, c'est le réalité. Bon, tu penses à quelque chose en particulier? Non, pas moi, je pense à quelque chose. Parce qu'il a clairement dit depuis le début sur quoi, sur quoi il allait s'attaquer. Il dit la France va devenir pour le Sénégal un partenaire comme un autre. Sous-entendant que la France aujourd'hui a des privilèges que d'autres partenaires n'ont pas. Il dit qu'il va renégocier les contrats du gaz et du pétrole, et j'imagine d'autres choses, mais qu'il va simplement normaliser les relations avec Paris. Est-ce que ça, c'est quelque chose de compliqué à faire? Non. Moi je veux dire que, en fait, pour être honnête et franc, c'est un passage obligé pour nos États aujourd'hui. Et la France en est consciente. Je pense que Macron, de son positionnement à l'Élysée, il en est très conscient. Il sait qu'on ne peut plus maintenir les relations telles qu'elles étaient il y a 60 ans, telles qu'elles étaient à 40 ans. Ce n'est plus possible. Les réalités ne sont plus les mêmes. Ça, il faut aussi le comprendre. La sociologie des populations n'est plus la même. La composition même des populations n'est plus la même. Aujourd'hui, en termes même, je dis que d'intelligence et d'aspiration des populations, c'est vraiment plus les mêmes. Des fois, tous ces éléments, nous sommes bien conscients qu'il y a nécessité de réharmoniser ou de réactualiser le fonctionnement des relations. Ils en sont conscients. Et je crois que Sonko, en le disant, il le dit sur la base de l'aspiration d'une bonne partie de la population, et même de la population africaine. Aujourd'hui, la logique n'est pas, tu le sais bien, la logique n'est pas de dire que Paris est notre partenaire. Paris reste notre partenaire. On pense qu'il y a une nécessité de revoir ensemble la coopération, des aspects de la coopération, pour qu'en réalité, parce que le partenariat, c'est quoi? C'est qu'on en sorte gagnant-gagnant, pour que quelque part, quand même, il y a certaines injustices à certains endroits, on essaie de les réparer, pour permettre que vraiment on soit des partenaires comme il se doit. Mais ceci dit, ça n'exclut pas, et je crois que quand il le dit, il ne fait pas quelque chose d'exceptionnel. Vous dites qu'on va mettre d'autres partenaires qui vont rentrer avec qui on pourra discuter. Ça, c'est même pas exceptionnel. Je vais même prendre juste le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a des relations très privilégiées avec la France. Mais allez-y prendre aujourd'hui le dernier classement des partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, des partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous allez voir que la France n'est même pas pris des partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que la France n'est pas pris. Elle a perdu cette place-là depuis quelques années. Donc, c'est pour vous dire que c'est une réalité. Voilà, les peuples ont besoin de diversifier leurs partenaires. La France en est consciente. Et ce n'est pas que... Parce que, au fond, le système que l'on reproche à l'Élysée, à la France, c'est un système dans lequel les pays africains, ces anciennes colonies, restent des réservoirs pour beaucoup de choses. C'est ça. Ça peut être au travers de contrats économiques dans lesquels la France a des tarifs qu'elle n'a pas ailleurs. On a pu le voir avec l'uranium au Niger. Mais ça peut aussi être par du lobbying politique. Par exemple, la crise entre la Russie et l'Ukraine. On a bien vu que la France a été très embêtée quand certaines de ces anciennes colonies n'ont pas voté comme elle à l'Assemblée nationale pour sanctionner la Russie. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas juste une question de levier économique, même si le levier économique est important. Il y a aussi une influence politique qui fait que pour Paris, quand il y avait un vote à l'Assemblée nationale, aux Nations Unies par exemple, ils savaient qu'il y a leur voix, mais il y a 14-15 voix derrière qui viennent déjà s'appuyer dessus. Donc, et ça, c'était possible parce qu'il y avait des ententes, des relations avec des chefs d'État privilégiés. Donc, tout ça est en train d'être aussi détricoté aujourd'hui. Et ça m'amène à la dernière question sur l'actualité sénégalaise. On a un vent qui souffle depuis quelque temps maintenant en Afrique de l'Ouest, soit par des coups d'État militaires, soit par des élections comme au Sénégal. L'année prochaine, il y a 2 élections importantes, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Est-ce que vous pensez que ces 2 pays vont aussi subir des changements profonds ou alors on va être finalement dans une forme de continuité en Côte d'Ivoire et au Bénin? En sachant qu'en Côte d'Ivoire, on a désormais un challenger très attendu en la personne de Tidjane qui ne vient pas pour faire de la figuration. L'élection de l'année prochaine en Côte d'Ivoire s'annonce être extrêmement intéressante. C'est clair. Moi, je partage votre avis. C'est une élection en jeu. C'est une élection qui va être très suivie.
au regard des enjeux même de cette élection-là. Mais je me dis que ça m'a vraiment fait de la politique politicienne. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut étudier un peu la composition ou la sociologie des sociétés. En Côte d'Ivoire, même s'il est vrai que beaucoup de choses restent à faire et que les attentes continuent encore d'être grandes, vous allez sonder la population, ils vous diront qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tout à fait. Ça, ils vous le diront honnêtement. Et vous le mettez forcément à l'actif du chef de l'État. Tout à fait. Ça n'est rien. Beaucoup le diront. Toujours est-il, moi, ça c'est mon point de vue, je pense personnellement que toute société, pour qu'elle puisse se dynamiser et évoluer, a besoin d'alternance. Quand je parle d'alternance, moi je parle plutôt d'individus. Moi je vais être honnête avec vous, je parle plutôt d'individus. Parce qu'il peut y avoir l'alternance idéologique. C'est ça. Il peut y avoir l'alternance d'individus. L'alternance d'individus, pourquoi? Parce que j'estime pour ma part qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du parti politique que je dis en Côte d'Ivoire, prenez juste les idéologies des partis. Prenez juste le discours. Vous verrez qu'en réalité, dans le fond, il n'y a rien de fondamentalement différent. Donc, en réalité, c'est les individus qu'il faut. Et je suis d'accord. Moi, j'estime que, oui, c'est toi dynamique. Il faut que de temps en temps, on sort d'individus. Ça nous permet quand même de repartir, permettre à chacun de visage, de nous faire découvrir d'autres choses. Parce que l'expérience a montré que plus on s'enlise, plus on dure dans un système, on s'enlise, on n'a plus de challenge, on n'a plus de... Ça veut dire que tu veux dire que c'est une opposition de façade. Parce que si tu dis que l'idéologie est la même, ça veut dire que l'opposition, finalement, elle est de façade. Moi, je ne vais même pas loin. Ce n'est pas que je le dis. C'est des actes des opposants de vous avoir. Quand vous prenez, par exemple, le PPACI, ou que vous prenez le PPACI et le PDC, ils sont de quel courant? Quand on prend le PPACI est de la gauche. Quand on prend le PDC est de la droite. Aujourd'hui, ils font alliance. Quelle idéologie défendent en réalité? L'idéologie n'existe plus. Ils en sont eux-mêmes conscients. Et même eux-mêmes le disent de leur propre bouche. Ils disent qu'aujourd'hui, là, les alliances se font au gré des intérêts. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'idéologie. Mais parce qu'aujourd'hui, on aspire tous à avoir le pouvoir d'État. Comment on peut faire pour l'avoir? S'il faut qu'on se mette en alliance avec quelqu'un qui ne partage même pas la même idéologie. Toujours est-il que le plus important, c'est qu'on arrive au palais. Quand on arrivera au palais, après on débarrasse les idées. Oui, mais ça, on a parlé de ça. Quand l'opposition se met bras debout face au pouvoir pour pouvoir conquérir le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de divergence entre eux. Ça veut dire qu'ils estiment que l'intérêt suprême de la nation veut que chacun range d'abord ses divergences de côté pour atteindre le pouvoir, même si après, bien évidemment, il va se poser la question de qui dit. Vous le ramenez cet exemple-là tellement bien. Je vais même sur la France. Oui, Macron. Voilà. Macron a une opposition, mais une opposition diversifiée. Tout à fait. Où il y a des... Mais qui n'est pas commune, hein? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas commune. Chacun maîtrise pas ni tout à fait d'idéologie. Je ne dirais pas à Marine Le Pen de se rapprocher de Mélenchon. Il ne veut même pas en entendre parler. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que du coup, ils sont opposés à C'est ça. Mais ils ont leur idéologie. C'est un peu différent, mais je suis d'accord. Voilà. C'est un peu différent. C'est un peu différent, mais vous voyez que c'est quasiment pas la même chose. C'est une réalité. Moi, je dis, l'enjeu, aujourd'hui, pour moi, je dis honnêtement, l'enjeu en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est... Mais les idées d'étudiants, non, c'est pas une idée. Mais oui, étudiant, c'est quand même, je dis, c'est quelqu'un qui vient sur la scène politique, qui revient parce qu'on revient sur la scène politique. Il était déjà... Donc, qui, en tout cas, aujourd'hui, suscite quand même un certain engouement dans une partie de la population. Et c'est bien, ça fait revivre la politique. Bien sûr, c'est normal. Ça vous dynamique. Moi, je suis bien avec un nouveau village. Je crois quand même l'étudiant, il est, pour moi, légitime de vouloir appliquer le seul pouvoir d'État. Voilà. Moi, je parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a des... Mais pourquoi il ne revient pas par le PDC? Pourquoi il ne revient pas par le parti du président? Pourquoi il ne revient pas par quoi? Mais il n'est pas revenu par le président. Oui. Non, mais le président, il est ça. Le PDC, quand il est au bout de PDC, il est toujours resté PDC. Je pense qu'on lui a fait la famille quand même. Sa famille, non. Mais le soutien a été une très bonne relation avec M. Ouattara. Ça, c'est vrai. Ils ont été de très bonnes relations. Ils ont même des amitiés, comme je le disais la dernière fois sur un des plateaux, ils ont même pratiquement un carré d'adresse similaire. Ils ont les mêmes relations quasiment. Oui. Donc, ils sont plus ou moins dans la même sphère. Donc, il y a des limites. Et ça, ce qui me réjouit, c'est qu'à un certain moment, je me rends compte qu'il y a des limites qui ne franchiront pas. Parce que les Ivoiriens n'ont plus besoin, après tout ce qu'on a vécu, ils n'ont vraiment plus besoin d'entrer dans une sphère politique, faire des objectifs de violence à outrance. Et je sais que quand je regarde, je dis, attends, rien qu'à voir les pas qu'ils posent,
Je sais que le Canada n'est pas dans la belligérance pour la belligérance, Tout à fait. mais il est dans la proposition. C'est ça. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui rassure. Mais est-ce qu'on peut gagner une élection en Afrique et en Côte d'Ivoire en étant aussi doux et policier que tu viens de faire? Mais je vais même vous surprendre. Aujourd'hui, je vous assure que celui qui va incarner un tel profil est celui qui les a vraiment voté. Je vous assure, allez sonder la plupart des populations. C'est ça. Celui qui incarne le profil de quelqu'un qui n'est pas dans l'invective, qui n'est pas dans la défiance, qui est posé, qui est modéré, celui-là se donne beaucoup de chances de gagner les élections en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens n'en veulent plus. Hein. C'est ça. C'est-à-dire ceux qui sont prêts à aller en guerre pour la guerre. Là. Les Ivoiriens, non. La majorité des Ivoiriens n'en veulent plus. Oui. Je ne le dis pas juste par sentiment, mais mon travail c'est de ça. couvrir les populations, de sonder un peu, je sais de quoi je parle. Les gens n'en veulent quasiment plus. Vous allez voir, mais prenez souvent des discours guerriers, vous allez voir la réaction. Il suffit de dans sur la toile, vous allez voir comment ils vraiment réagissent C'est ça. dans une telle situation, une telle propos d'un politicien qui est dans l'invective. Vous allez tout de suite comprendre la mentalité. Et ça, c'est des Ivoiriens de tous les bords. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un bon sparring partner entre moi pour Ouattara. Si Ouattara décide en tout cas du parti, vraiment, je serai très ravi de voir du temps en face de lui. Je vais voir ce que ça va donner. Juste qu'on nous garantisse que vraiment tout se fera dans, comme je l'ai dit, vraiment dans la transparence, Que le meilleur gagne. que le meilleur gagne. Alors, terminons un mot sur le Bénin. Il y a une élection là-bas aussi. Le président a confirmé, bien à l'avance, qu'il n'est pas candidat. C'est apaisé. Tout le monde sait maintenant que le fauteuil est libre. Chacun peut se battre pour aller chercher la place du roi. Qu'est-ce que vous pensez de ça déjà? Moi, je trouve que c'est très bien. Ça permet d'enlever une suspicion C'est ça. qui était inutile sur est-ce que Talon va se représenter, et ainsi de suite. Au moins, on est en paix. Maintenant, chaque temps se prépare pour pouvoir aller vers l'élection présidentielle. Est-ce qu'au Bénin, déjà, il faut reconnaître, pareil, que l'élection de Patrice Talon au Bénin a beaucoup modifié ce pays? Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller au Bénin, mais c'est un pays qui est vraiment changé du plan des infrastructures. J'ai l'impression que beaucoup de ces présidents-là, Ouattara, Macky Sall, Talon, sont très à fond sur les infrastructures parce que c'est un gros retard qu'on avait. Mais on leur reproche un peu souvent tous la même chose, le côté social. Ils n'ont pas beaucoup travaillé là-dessus. Au Bénin, est-ce que vous pensez que le pouvoir va rester dans le clan de Talon ou alors finalement il va y avoir un vrai changement aussi à ce niveau? Bon, déjà, le fait que Talon est bien, hein, pour moi qui n'est plus candidat, comme vous l'avez dit, ça a contribué quand même à apaiser un peu le front social parce qu'il y a quand même quelques remous, ou des vérités de remous en tout cas, qui se manifestaient ça et là. C'est déjà une très bonne chose. Mais j'espère en tout cas que les démons et le virement ne vont pas le hanter après parce que pour ceux qui se souviennent, Talon, qui prenait le pouvoir, ou du moins quand il était candidat pour son premier mandat, avait dit qu'il n'avait même pas besoin de faire un deuxième, C'est vrai. qu'il se limiterait juste à un premier et puis après il partirait. Mais ensuite, on a vu, il a fait un second. Parce qu'il n'a pas pu modifier la Constitution. Voilà. Donc il a fait un second. Toujours est-il qu'il a fait un second. Il a fait un second. Et je crois, mais je pense que quand même pour l'avoir suivi, Patrice Talon, c'est quand même quelqu'un de parole. Je crois qu'il va pouvoir tenir sa parole, de ne pas se représenter. Mais je suis aussi convaincu qu'il ne voudra pas aussi partir sans se rassurer que des acquis seront brisés. Ça, je sais. Et donc, il va certainement miser sur un cheval qu'il pense peut porter le drapeau de son parti pour permettre quand même à son parti de maintenir aussi le pouvoir et puis continuer à gérer le Bénin, surtout pour sécuriser les acquis qui ont été obtenus et puis voir dans quelle mesure poursuivre ce tenant de développement. Maintenant, dans l'opposition béninoise aussi, on n'exclut pas le fait qu'il y a vraiment des personnalités de qualité, hein, de hauts intellectuels quand même hein, dans l'opposition béninoise qui, pour moi aussi, tout comme Talon a le mérite de pouvoir gouverner aussi le Bénin et qui peuvent quand même apporter quelque chose au Bénin. Maintenant, les Béninois qui peuvent vivre au quotidien les réalités, les promesses de leurs hommes politiques décideront moi venir. Voilà, juste qu'on nous garantisse des élections apaisées, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit dans notre pays. Parce que déjà, la région est très, je veux dire, en proie à quelques difficultés. Déjà, avec les nombreux coups d'État qui ont lieu, quelques instabilités aussi en termes sécuritaires. Il ne faut pas en rajouter avec des crises électorales. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions pour qu'effectivement, les élections se déroulent dans de très bonnes conditions dans ces différents pays. Alors, Marie, merci beaucoup. On termine le premier sujet. Pour le deuxième, on parle du franc CFA, cette fameuse monnaie qui crée beaucoup de polémiques dans nos pays. Rapidement là-dessus, aujourd'hui, est-ce que nos pays sont prêts à changer de monnaie? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un double discours. Les populations qui disent qu'elles n'en veulent plus, les dirigeants qui sont moins empressés que les populations, à tel point que le projet de l'éco continue d'être reporté. Et du coup, on se demande est-ce que le franc CFA finira par partir un jour. Paris a dit très clairement on est prêt à finir avec cette monnaie. Vous n'avez qu'à demander et on le fait.
pourquoi les choses n'avancent pas? Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce que c'est de l'économie, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire la CEDEAO pour qu'ils puissent avoir un libre-échange au niveau de la monnaie et au niveau aussi de la France. Mais si aujourd'hui les populations... l'UEMOA, pardon. Et si aujourd'hui les populations n'en veulent pas, c'est vrai que c'est la population qui l'utilise, mais je pense que la population aujourd'hui n'en veut pas parce qu'elle estime que c'est un lien, on va dire un lien de maternité entre l'Afrique et la France. Je pense que c'est plus pour ça qu'on n'en veut pas. Mais au-delà même de voir ce lien qui lie la France et les pays africains, il faut voir aussi les avantages que nous, Africains, nous avons à utiliser le franc CFA aujourd'hui. C'est vrai qu'ils se laissent dire que les billets viennent de France, ils se laissent dire qu'avec ça, on ne peut pas faire ceci ou cela, avec la parité fixe et tout. Les billets sont imprimés ici, c'est pas imprimé en France. Enfin, c'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a certains qui n'ont pas cette voix, la beaucoup de désinformation. Et c'est pour ça que la population aujourd'hui est encline à dire on ne veut pas, on n'en veut pas, parce que selon eux, c'est un moyen de se couper du joug, que voilà, c'est l'indépendance qu'on cherche. Mais après, moi, de mon humble avis, je pense que c'est des choses enfin, la monnaie peut rester, ça ne gêne pas quelque chose. Parce que quand tu vas au Nigeria, au Ghana, par exemple, ils ont leur monnaie, mais on sent la difficulté au niveau de l'économie, même au niveau du poids de la monnaie par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Donc, décider de partir, créer la monnaie et souffrir encore économiquement, l'Afrique n'en a pas besoin, à mon avis. Alors, oui, bon, moi je suis plutôt d'avis de dire qu'il faut sortir de là. D'accord. Il faut créer une monnaie commune. Le principe de la monnaie commune est très bien, tout comme le principe du libre-échange. Mais c'est une monnaie qui a beaucoup d'inconvénients, mais vraiment techniquement beaucoup d'inconvénients. Au-delà des inconvénients historiques qui font qu'en fait, en réalité, pas des gens sont contre cette monnaie parce qu'elle renvoie à la France et pas pour ce qu'elle représente en termes de mécanisme. Mais le fait que cette monnaie soit arrivée à l'euro, qui est une monnaie forte, qui a une parité fixe, et ainsi de suite, ce sont des inconvénients majeurs pour une économie sur laquelle on n'a plus finalement nous-mêmes des leviers de manipuler notre monnaie. Et donc, à ce stade-là, il est important qu'on préserve, d'après moi, l'acquis d'une monnaie commune. D'ailleurs, la CEDEAO veut sa propre monnaie. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui va être plus vaste que l'UEMOA, qui va prendre tous les pays de la CEDEAO. Mais bien évidemment, il est hors de question pour eux qu'il y ait une monnaie avec laquelle la France est liée, ainsi de suite. Ce que les pays d'Afrique francophone semblent accepter, le Nigeria et le Ghana disent « c'est pas possible ». Ton avis sur le franc CFA, l'avenir de cette monnaie? Non, moi je crois qu'il ne faut pas penser l'heure. Je pense que Macron, en décembre 2019, a été très clair quand il est venu en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara. Ils ont acté la nécessité de sortir du franc CFA pour aller à l'éco. Même annoncé l'éco. On était en décembre 2019 quand avec le président Ouattara a fait une déclaration commune pour dire que bientôt l'éco viendra remplacer le franc CFA. Ça, c'est déjà un acquis. Pour moi, on ne sait pas exactement quand ça va se faire, mais une chose est sûre, on passera du franc CFA à une autre monnaie. Ça, c'est déjà acté. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est en train de traîner? C'est des critères de convergence. Parce qu'on ne sort pas d'une monnaie comme ça du jour au lendemain. On a des économies qui sont totalement différentes d'un pays à un autre pays. Ce n'est pas la même chose. On a des poids sous-régionaux qui ne sont pas les mêmes. Le Niger, aujourd'hui, fait 70% de la CEDEAO. Il a pratiquement un tiers de la population qui constitue la CEDEAO. On ne peut donc pas prendre une décision sans l'avis du Nigeria, c'est impossible. Donc le Nigeria, pour donner son là, doit s'assurer qu'il préserve l'avantage de ces 270 millions de Nigérians. Donc ça, c'est quand même important dans un premier temps. Il a une économie qui n'est pas forcément structurée sur l'économie des autres pays. Déjà, ces pays pétroliers, ce n'est pas le cas des autres. Donc, il a une économie qui ne fonctionne pas forcément comme les autres. Ça, c'est déjà une première chose. C'est vrai que l'idée derrière, c'est d'arriver à la monnaie commune au niveau des régions. Parce que ça fait pas. Cette idée, déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une idée qui a été émise par l'Union africaine. Il y a ces régions devaient avoir des monnaies communes pour qu'au final, on arrive à la monnaie continentale. Tout à fait. Voilà, qui pourrait vraiment permettre d'aboutir à cette libre-échange, à ce libre-échange-là, pardon, et à cette possibilité de pouvoir commercer entre les pays aussi aisément. C'est vrai que chaque région essaie plus ou moins de mettre en place selon son calendrier, son chronogramme. Nous, au niveau de la zone CFA, on était, la volonté ne manque pas. Mais comme je le dis, la volonté seule ne suffit pas. Il y a des mécanismes techniques qu'il faut mettre en place. L'éco était attendu pour 2027, ou du moins il est attendu pour 2027. En 2021, je me rappelle quand il y a eu le sommet au Ghana, des chefs d'État, il avait été décidé de non plus le sommet, parce qu'au début même, l'éco devait être actif en 2020. Mais finalement, ça n'a pas été possible. Donc, au sommet de 2021 à Accra, les chefs de l'État ont fixé une date. Ils ont demandé au gouverneur au président de la commission de la CEDEAO, qui est aujourd'hui le gouverneur de la BCAO, monsieur, voilà, de suivre ça pour que ça puisse se faire à la date indiquée. Mais entre-temps, quand on prend cette décision,
On n'avait pas le Burkina qui était déjà en coup d'État. On n'avait pas le Mali qui était en coup d'État. On n'avait pas la Guinée qui était en coup d'État. On n'avait pas le Niger qui était en coup d'État. De là à cette date, tous ces gens ont sombré dans ce pays, qui sont même en train de menacer, de carrément sortir même de l'Union européenne. Donc, vous imaginez que tout ça, aujourd'hui, ne favorise pas la mise en place de l'éco dans l'immédiat. Parce que l'éco, au-delà d'être une monnaie, est un élément politique. C'est ce qu'il faut retenir, c'est un élément politique. Or, aujourd'hui, sur le plan politique, nos États en Afrique de l'Ouest ne semblent pas partager la même vision. Quand vous regardez ceux qui se sont mis de leur côté pour faire l'AES, partagent la même vision que les autres, au point où ils demandent même de sortir de la CEDEAO. Donc, vous voyez que sur le plan politique, il y a déjà quelque chose à faire. Les critères de convergence, comme on le dit, ne sont pas remplis par plusieurs pays, alors qu'il faut que ces critères de convergence-là soient remplis pour qu'on arrive aisément à cette monnaie. Mais ces critères de convergence ne peuvent pas être remplis quand on se retrouve dans des formes d'instabilité politique. Ça aussi, c'est ce qu'il faut dire. Donc, du coup, la volonté peut être là, mais comme je l'ai dit, la volonté ne suffit pas. Tous les autres mécanismes qui doivent pouvoir accompagner la matérialisation de cette volonté-là ne sont pas au beau fixe. Ça devient difficile aujourd'hui de pouvoir parler ou de parvenir à l'écho dans le contexte actuel, dans l'environnement politique actuel et au regard, je veux dire, des défis économiques de ces pays-là. Avec la situation de la pandémie qui est venue encore fragiliser nos économies, couplée avec la crise russo-ukrainienne, ça contribue d'une manière ou d'une autre à, je veux dire, à amener les pouvoirs politiques à s'intéresser plus à leur réalité interne que de regarder les réalités communautaires. Comment aujourd'hui j'arrive à faire en sorte que les attentes de ma population soient comblées avec tout ce qu'on a vécu, qui ont affecté d'une manière ou d'une autre l'économie, c'est ça la préoccupation des dirigeants des pays aujourd'hui. Donc, il faut déjà que cet élément basique-là, il soit stabilisé, et puis après on regarde l'intérêt communautaire. Donc, même la date de 2027, c'est pour l'éco, je doute même qu'on y arrive. C'est encore 2025 où les gens et les femmes se préoccupent aujourd'hui par les actions, stabiliser derrière les pays, et puis après on verra la suite. Voici ce que je pense. Dernier sujet. Le 31 décembre 2023, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été réélu. Suite à cela, on s'est rendu compte jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il n'a toujours pas de gouvernement. Il a nommé un informateur qui était chargé d'essayer de discuter avec les différentes parties impliquées pour trouver le moyen d'avoir un compromis, qui manifestement n'est toujours pas trouvé. Premier mandat de Tshisekedi, quel bilan vous en faites? Est-ce qu'on peut être pessimiste sur sa capacité à pouvoir mobiliser une opposition autour de lui derrière son projet? Déjà, parce que je crois que ça va décoller du premier mandat. Exactement. Je pense qu'il faut partir sur le premier mandat. Vous convenez avec moi que les choses ne se sont pas très bien passées avant l'avènement de Tshisekedi au pouvoir. Kabila, oui. Non, de Tshisekedi au pouvoir. Avant l'avènement de Tshisekedi au pouvoir. Avant l'avènement de Tshisekedi, c'était Kabila. C'est ce que je dis. Oui. Ça dit que de Kabila à Tshisekedi, les choses ne sont pas très bien passées. Tout à fait. Jusqu'aujourd'hui, Martin Fayulu continue d'estimer qu'il a été volé. C'est-à-dire qu'il était élu. Et Kabila, pour pouvoir assurer, ou du moins garantir justement tout ce qu'il a acquis et tout ça à faire un deal avec Tshisekedi. C'est ce que vraiment les partisans de Martin Fayulu qui sont d'ailleurs plus nombreux pour développer comme élément de langage. Donc déjà la prise du pouvoir de Tshisekedi n'a pas été facile. Mais je loue le mérite de Tshisekedi parce qu'il a réussi quand même, dans ce contexte pas facile là, de faire en sorte quand même que le minimum soit garanti. Et ça, je pense que c'est un effort qu'il a fait. Maintenant, comme on le sait, c'est pourquoi je dis souvent qu'on peut peut-être la réflexion un peu plus loin. Est-ce que la durée du mandat de 5 ans est vraiment pertinente dans notre contexte africain? Parce qu'on se rend compte finalement qu'au bout de chaque 5 ans, ou même souvent du premier mandat, il y a une volonté de faire second parce qu'on estime que les choses n'ont pas été faites. Dès qu'il faut réfléchir pour éviter qu'on rentre dans des crises interminables, voir vraiment la durée des mandats aussi. Ça, c'est une autre piste que j'ouvrirai peut-être plus tard dans un autre débat. Mais je crois que déjà sur le premier mandat, Tshisekedi a fait un ensemble, a fait des efforts. Je crois justement ce qui lui a valu que une grande partie des Congolais, voilà, lui dit que leur confiance à nouveau, certainement parce qu'il estime que tout n'a pas été parfait, mais le minimum a été fait. Et on pense que si on lui accorde un autre mandat, il pourra peut-être franchir un palier supplémentaire et permettre à la RDC de pouvoir franchir un autre pas. Ça, c'est toujours des supputations. Maintenant, jusque-là, on n'a pas un gouvernement. Moi, je pense qu'il faut arrêter
à un moment dans nos États d'être trop fébriles. On est le président de la République, on est le président de la République. On fait des choix, on les assume. C'est-à-dire? Ça va plaire, ça va pas plaire, mais on fait les choix et on les assume. Je suis élu par les Congolais. À la fin du mandat, ceux à qui les Congolais vont demander des comptes, c'est même pas au ministre, mais c'est à moi qui vont demander des comptes. Moi, je choisis des éléments dont j'ai besoin pour former mon gouvernement et puis j'évolue. La question sempiternelle du gouvernement d'union, ça fatigue l'Afrique. Quelqu'un a été élu, il était élu, laissez-le diriger. C'est une estime à son même niveau qu'il a une telle qui n'est pas forcément le cas de son parti, mais qu'au regard des compétences peut permettre au pays d'avancer. Il le choisit, il continue sa route. Il n'y a pas de débat. Mais on va dans la négociation. Non, il faut qu'on fasse un gouvernement d'union. Les hommes me disent non, moi je veux 10 ministères. Non, moi je veux 30 ministères. On va être en train de tourner. Alors, certes, la RDC est un pays riche en matière, en ressources, mais quand même, le salaire des députés en RDC a été récemment augmenté, passant de 21 000 $ à 33 000 $, soit 30 000 €, 19 millions de francs CFA par mois. Il nous revient qu'aux dernières élections, on a eu plus de 24 000 participants pour à peine 438 places. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signe dans un pays de payer aussi grassement des députés? Est-ce que finalement, ça ne nous ramène pas à une jeunesse qui rêve d'être fonctionnaire, rêve d'être politicienne, plutôt que de créer des entreprises? Ce que vous dites pose, pour moi, le problème de la rémunération de nos leaders politiques en Afrique. J'estime pour ma part que nos leaders politiques sont surpayés. Pour moi, on leur crée des ponts d'or inutiles. Parce que je ne vois pas ce qu'ils font d'extraordinaire qu'un médecin qui est en train de sauver des vies, ou même qu'un mathématicien qui est en train de concevoir une architecture d'un pont. Je ne vois pas ce qu'ils font de plus extraordinaire. À un moment donné, mais c'est pour ça qu'il y a justement des conflits. Tout le monde veut être à la majorité. Voilà, comme vous le dites si bien, à la majorité. Tout le monde veut être à la majorité. Il faut arrêter. Je crois que l'Assemblée nationale, la RDC, sont tous les 500 et quelques députés, si je me trompe. 400. 400 et quelques, pratiquement 500. On paye chacun à 19 par mois. C'est excessivement trop d'argent. Et c'est là que je vois la mission de nos hommes politiques, tout bas confondus. Mais ce cas, on a vécu en Côte d'Ivoire. Oui. Quand il s'agit des autres sujets, ils s'écrivent par l'Assemblée. Mais ils ont augmenté leur salaire. Ils ont augmenté leurs avantages. Ça, personne n'en parle. Ça reste une pommette. Ils ne font pas de bruit dessus. Parce que tous en bénéficient. Mais je ne pose pas la question. Quand on nous augmente nos salaires et autres, ça fait combien dans le budget? Qu'est-ce que ça empêche de réaliser en réalité? Je ne pas de temps, les députés dans nos pays ne sont pas les moins bien lotis. Mais bien sûr. Non, ils n'en ont même pas souvent besoin. Ce n'est pas des bons signaux qu'on donne. Les hommes politiques dans nos États, que ce soit ceux qui sont dans les gouvernements ou que ce soit les députés ou du ils tout gratuitement. C'est ça. En plus d'avoir tout gratuitement, ils ont des salaires faramineux. Pourtant, il y a des gens qui n'ont même pas le minimum pour vivre. C'est vrai qu'on dira qu'on ne peut pas donner de la richesse à tout le monde. Mais je pense qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, agir sur la justice sociale pour faire en sorte qu'il y ait cette équité dans la respect. C'est important. Il faut donner des bons signaux aux gens. Vous êtes surpris qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus rien faire, tout le monde veut devenir politicien. Mais qui ne veut pas arrêter d'avoir 19 millions? Sans faute. En ne faisant rien, la plupart. Ouvert par l'humilité, c'est ça. Qui n'en rêve pas? Ce n'est pas des bons signaux qu'on donne à la jeunesse. Il faut que ça aussi, ça soit revu. Et je crois que Tshisekedi, je ne sais pas qu'est-ce... Bon, pas Tshisekedi, c'est les députés, ça va pas voter ça. Mais je pense qu'il devait quand même les interpeller sur cette question. Ou le gouvernement devait leur dire non. Mais au regard des ressources dont on dispose, il y a un souci. En plus que le pays traverse une profonde crise avec la guerre à l'Est. Tout à fait. Aujourd'hui, où les gens ont besoin du minimum. Crise dans laquelle le nom de l'ancien président est cité, auprès du M23. Autre sujet. Le minimum, c'est-à-dire que les hôpitaux sont dépourvus. Ils n'ont même pas de personnel soignant là-bas. Les gens vivent dans une précarité absolue où ils ont besoin d'avoir un minimum. Vous augmentez les salaires Kinshasa. Donc, quelque part, il faut qu'on voie nos choix, les paradigmes. L'autre, on parle, me dit qu'on a des plus de salariés, plus c'est une question d'équité et de justice sociale. Puis c'est là aussi, c'est la réalité. C'est la réalité qu'on constate parce que les populations se plaignent de beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la santé, même de l'éducation. Il y en a qu'on voit justement qui quittent leur pays pour aller à l'étranger parce qu'il n'y a pas les infrastructures, justement. Les universités, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un surplus d'étudiants. Les universités, on te dit qu'ils sont réhabilités, mais c'est juste de façade. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Même au niveau des professeurs à l'université, il y en a qui sont difficilement payés. Et donc, quand tu vois à côté,
des députés qui sont censés voter des lois pour la population qui ne le font pas, qui pour la plupart ne défendent pas les droits de la population, on se retrouve à les augmenter. C'est comme si c'était de l'utopie. Enfin, comment je vais expliquer ça? C'est c'était de la foutaise à la limite. C'est-à-dire que nous autres qui votons pour vous, qui voulons vous voir à la tête pour nous aider, vous nous marchez là-dessus et en plus vous prenez l'argent qui doit nous revenir pour vivre, juste pour profiter. Parce que finalement, quand on veut voir des députés faire des lois, il n'y en a pas. Quand on veut les voir défendre les droits des populations, il n'y en a pas. Mais quand c'est pour voter l'argent, comme l'exemple de la RDC, ils sont tous d'accord. Comme il disait tout à l'heure, pour les députés ivoiriens, ils ont reçu une augmentation, mais on ne le sait pas. Mais si aujourd'hui, des professeurs, des médecins décident aujourd'hui de marcher pour se faire augmenter, là, il y aura tout le monde qui va se plaindre. Mais vous voulez être augmenté, pourquoi? La Côte d'Ivoire a des problèmes. Mais pourtant, c'est des personnes qui méritent justement de recevoir cet argent-là. Donc, je pense que c'est un problème qui mine tous les pays africains. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui sur Parlons Cash. Mais c'est dommage parce que ça pourrait vraiment faire l'objet de tout un débat. On va clôturer là-dessus parce que dans nos pays, malheureusement, le leader, c'est celui qu'on sait. Ce n'est pas celui qui nous sait. Et ça change tout. Et c'est pour ça que alors la définition étymologique même du ministre du serviteur, Ariane. Et c'est pourtant l'inverse ici, dans nos pays. Enfin, même pas qu'ici, de manière générale. On n'est pas venu à changer l'ordre des choses. Et c'est pour ça que les gens se battent pour être à ces positions. Parce que c'est les positions où on va les servir. Ceci, en réalité, les ministres servaient réellement comme ils devraient. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient avoir ces positions. Mais tout est biaisé, tout est complètement changé. Merci beaucoup, en tout cas, Élisée, d'être venu nous voir pour cette émission. J'espère qu'on te reverra d'autres chroniques. Merci beaucoup, Maryse, aussi. Qui a beaucoup dans l'écoute aujourd'hui. C'est vrai qu'Élisée avait beaucoup de choses à dire. Donc, la prochaine fois, il va y avoir plus de contradictions. Peut-être pas ça. Les amis, on arrive au terme de notre édition spéciale Actualité politique. Si c'est une séquence qui vous intéresse, vous nous dites et on en refera d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le continent africain ces derniers mois. Et bien évidemment, tant que les choses bougent, ça va dans le bon sens. Plutôt que d'être dans la monotonie de laquelle nous ne tirons pas grand-chose. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, même lieu, même heure, sur un autre thème et avec d'autres invités. D'ici là, très bonne soirée.